Bonjour à tous, merci Clément pour cette introduction. Alors, je vais vous parler effectivement de certains travaux que nous réalisons donc, au laboratoire NS3E à Saint-Louis et qui concernent aussi bien des aspects, je dirais, défense, mais aussi des aspects de médicaux, je dirais. Mais je vais surtout focaliser aujourd'hui la présentation sur les aspects qui concernent plutôt le secteur de la de la pharmacie, voire aussi le secteur de l'étude sur certains nanomatériaux, de la synthèse de certains nanomatériaux comme les nanocarbonés, qui sont un peu des éléments ou des matériaux qu'on peut également utiliser dans le secteur de la pharma. Donc je vais surtout vous présenter également une technique d'élaboration que nous avons développée au sein du laboratoire pour nanocristalliser en continu des composés organiques, à la fois donc pour des applications sur les diamants et aussi sur les médicaments. Alors, je vais donner quelques introductions très brèves, hein, montrant un petit peu l'intérêt de diminuer les tailles des particules, aussi bien au niveau des médicaments que dans certains autres domaines. Alors, en fait, quand on veut augmenter tout ce qui est assimilation, tout ce qui est biodisponibilité, on a intérêt à diminuer les tailles. Alors que ce soit au niveau des nanoparticules pures ou pour le domaine pharmaceutique, on parle de plus en plus des nanococristaux, que ce soit des cristallisations de principes actifs avec des excipients ou que ce soit des co-cristallisations de principes actifs exclusivement. Alors, on a aussi souvent intérêt à stabiliser un certain état amorphe dans le secteur de la pharmacie. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte les dernières années, aussi parce qu'on souhaitait synthétiser des nanoparticules de diamant dans des quantités plus élevées, c'est qu'en fait, il est très difficile, enfin pour l'instant, il n'y a pas trop de techniques qui synthétisent des nanoparticules organiques dans des quantités très élevées, des quantités industrielles, hein. Par exemple, pour synthétiser des nanoparticules de diamant, nous avons besoin de charges explosives, hein, puisqu'on synthétise ça par détonation d'explosifs, je vous montrerai par la suite. Nous avons quand même besoin de certaines quantités de matériaux. Donc l'idée est venue de développer ces techniques. Alors, moi, je ne suis pas pharmacien ou biologiste, etc. Je viens de la physique des matériaux énergétiques. Alors, je vous parlerai de certains modèles, notamment de co-cristaux que nous avons testés avec nos systèmes, notamment les co-cristallisations de la caféine avec l'acide glutarique et l'acide oxalique pour tester un petit peu nos procédés. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de la nanocristallisation continue. C'est sur un procédé donc, que nous avons mis au point au laboratoire sur lequel les recherches ont commencé il y a à peu près 6-7 ans, en vous montrant aussi la polyvalence de ce système. Alors, vous voyez ici, ça c'est un nanocristalliseur tel qu'on le développe à l'Institut. C'est un nanocristalliseur horizontal. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, notamment ce procédé de brumisation-évaporation flash on l'a intitulé comme ça. Il fait l'objet de 4 brevets internationaux. Alors, effectivement, l'origine vient des matériaux énergétiques, hein, c'est-à-dire que nous voulions, il y a 5-6 ans, ou 7 ans, nous voulions synthétiser des nanoparticules réactives ou explosives dans des quantités relativement élevées, c'est-à-dire de l'ordre, ce qu'on visait à l'époque, c'était la cinquantaine, voire la centaine de grammes à l'heure pour pouvoir faire des charges. Et en fait, on s'est très rapidement rendu compte que finalement, c'est parce qu'on a eu des contacts aussi avec différents industriels de la pharma, qu'on pouvait aussi tester ce type de technique sur la cristallisation ou la nanocristallisation de certains principes actifs.
Alors, on avait aussi commencé un petit peu il y a quelques années à faire un tour d'horizon des différentes techniques hein, pour la synthèse ou la nanocristallisation de matériaux organiques et on s'était rapidement rendu compte, souvent on rencontre des techniques discontinues, des techniques batch. On voit souvent aussi des techniques qui utilisent des antisolvants. Pour les techniques continues elles-mêmes, on a trouvé des techniques qui utilisent des solutions supercritiques et là, mais qui souvent ont l'inconvénient d'être des techniques relativement coûteuses, un fonctionnement relativement coûteux, ce qui en fait nous a incité à concevoir un procédé un petit peu plus simple et beaucoup plus économique que je vous montre ici. Alors, le principe, il est relativement simple. On peut le décrire de façon relativement simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va dissoudre un composé organique. Hein, ça peut être un médicament, par exemple, ça peut être un mélange. On va dissoudre ça dans un réservoir et on va commencer à mettre ça sous pression, on va pousser à peu près à 40 bars et on va détendre. Donc on va dissoudre la molécule, disons à peu près à une concentration de 1 à 10% dans le solvant. Ce sont des solvants qui s'évaporent assez facilement. Et on va détendre tout ça dans un vide primaire à travers une buse à cône creux, disons en chauffant la buse à peu près à 130-160 degrés. Alors il y a des buses commerciales et il y a des buses que nous développons à l'Institut en fait. Hein. Et donc en fait on va faire passer ce liquide d'une pression de 40 bars à une pression de 5 millibars, ce qui va provoquer une évaporation extrêmement rapide, extrêmement brutale, ce qui va faire donc cristalliser les particules et puis le solvant en fait continue son chemin. Une pompe ici est placée en aval qui maintient ce vide. Alors naturellement cette pompe, si on veut commencer à faire du produit, il faut que la pompe soit à la hauteur. Hein. On a une pompe actuellement de 300 mètres cubeurs. Et on a atteint la centaine de grammes à l'heure, ce qu'on voulait atteindre il y a 5-6 ans. On est en train de le faire. Alors après, en fonction des composés qu'on va mettre, que ce soit maintenant quand on prend des molécules pures, on va faire des nanoparticules d'un composé pur. Et puis, si on commence à mélanger les composés, les molécules qu'on met au départ, on va pouvoir faire en fonction des interactions que ces molécules vont faire entre elles. On va faire soit des nanocomposites cristallins à particules dissociées, ou à Korshell, ou des cœurs coquilles, soit on va faire des nanocomposites semi-cristallins, voire totalement amorphes, enfin on essaye de travailler là-dessus, et on peut aussi faire en fonction s'il y a des liaisons d'hydrogène ou des liaisons, des interactions pi, on peut faire des nanococristaux. Alors ça c'est aussi un domaine qui intéresse naturellement fortement la pharma. Alors je vais maintenant vous montrer à titre d'exemple, plusieurs exemples de ce qu'on a pu faire avec des composés purs, alors notamment un médicament qu'on a cristallisé récemment. Le nanocomposite exolite RDX TNT, faudra faire attention à ce niveau-là parce que ça me donnera l'occasion d'enchaîner vers les nanodiamants, puisqu'on utilise en fait ce type de charge pour synthétiser des nanodiamants de tailles ultimes. On va aussi pouvoir, donc je vous donnerai aussi un exemple de composés amorphes et aussi des nanococristaux, où je reviendrai sur les médicaments modèles, notamment sur les cocristaux à base de caféine. Alors, pour les médicaments nanocristallisés par SFE, donc les exemples, alors, donc en fait, on a récemment nanocristallisé un médicament. Alors, je vais pas malheureusement, je vous dirai pas ce que c'est parce que il y a des raisons de confidentialité. Mais en fait, le premier essai en fait nous a donné ça. Donc, ici, on n'est pas dans du nanocristallin, on est dans du submicrométrique. On est à peu près à 250 nanomètres de taille de particules, mais en fait le cercle rouge correspondait en fait à ce que l'industriel savait faire avec un spray drying classique depuis quelques années en fait. Hein. C'est des études sur 20 ans, ça permettait de donner 5 à 20 microns et en fait on a donc fortement réduit la taille. Voilà, on est passé de là à peu près ici. Donc
on arrive à fortement réduire les tailles des particules et pour l'application en question, c'était plutôt en plus cette taille qui était souhaitée à peu près de 300 nanomètres, donc on n'était pas très très loin. Après, naturellement, ce qu'on peut faire, pour nous c'est un véritable défi, hein, c'est de commencer à travailler sur des objets ou des produits totalement amorphes. Hein. Ici en fait on a des tailles de particules de l'ordre de 150 nanomètres, mais on n'a pas de signaux dans la diffraction de rayons X. Hein. Et en fait, donc on essaye de stabiliser ces choses, ces mélanges. Et pour les nanococristaux, ici, par exemple, c'est le cocristal caféine acide glutarique, hein, que nous avons testé donc par ce système. Et alors, c'était un peu un challenge parce qu'on s'était demandé est-ce que un système aussi rapide, une technique de cristallisation aussi rapide pouvait faire ce cocristal, et ça, parce qu'on arrive à le faire en évaporation lente, ça se fait très bien. Et en fait, ce sont les paramètres que nous avons utilisés. Donc, le solvant, c'est de l'acétone. Les températures de buse, vous les avez ici, 160 degrés. Les pressions la pression amont est de 40 bars. On réduit à peu près à 20 millibars à peu près. Vous avez ici les micrographies AFM de ce qu'on obtient, hein, et vous voyez que on a des cristaux relativement petits, enfin des particules relativement petites. Quand on regarde à la diffraction de rayons X, en fait, on montre bien qu'il s'agit de cocristaux. Hein. On a effectivement, quand on a vous avez ici caféine, acide oxalique. D'abord, on a les patterns qui correspondent bien à ce qu'on a sur la base de Cambridge. Donc, on a bien le cocristal et on n'a plus on a un décalage par rapport aux raies d'origine, enfin des produits d'origine, aussi bien dans la caféine, dans le cocristal caféine acide oxalique que caféine acide glutarique. Donc ça, on a bien synthétisé les cocristaux, et ici vous avez les tailles des particules. Alors ce qu'on constate simplement, c'est que on a réussi à faire le cocristal caféine acide oxalique est plus petit en taille, c'est de l'ordre de 60 nanomètres. Et en fait, on se rend compte que les particules, les domaines cohérents qu'on a, en fait, la taille des domaines cohérents correspondent également aux particules qu'on voit en AFM, et on a donc en fait des monocristaux. Après, je viens maintenant à la deuxième partie de l'exposé. Ici, vous avez un nanocomposite cristallin, donc ce qu'on appelle nous exolite dans notre jargon. Alors, je vais revenir à cette dénomination. Donc on a, en fait, nous utilisons ce mélange d'explosifs. Le TNT, en fait, est une molécule surcarbonée qui, sous détonation, va pas s'oxyder totalement et va laisser du carbone qui, dans des conditions extrêmes de ce type-là, va se transformer en diamant. Le RDX, c'est une nitramine cyclique qui permet d'assurer une certaine pression lors de la détonation, qui est utile à la transformation du carbone en diamant. Alors naturellement, là, vous voyez par exemple que ce mélange, c'est un mélange physique en fait, c'est pas un cocristal. On a le diagramme de diffraction du mélange en fait correspond, enfin on retrouve les signaux de diffraction des molécules d'origine. Alors voilà, la question c'est pourquoi utiliser des charges nanostructurées. Alors je viens maintenant à la deuxième partie, hein, c'est ce que j'appelle la nanocristallisation réactive, et notamment la synthèse de diamants par détonation. Alors la synthèse, je vais me concentrer sur la synthèse de diamants enfin sur la synthèse elle-même. Le diamant a une chimie de surface extrêmement riche, peut être très facilisement fonctionnalisé, et les applications sont très très diverses. J'en ai noté quelques-unes ici: imitation optique, senseur, médecine. Enfin, on a une très très grande diversité en termes d'applications. Comme nous sommes des pyrotechniciens, nous l'utilisons aussi comme fuel. C'est un réducteur. Hein, donc, alors l'intérêt aussi de la technique de synthèse, c'est une technique que nous utilisons, c'est que 300 grammes de charge permettent de faire 12 grammes de diamant. Hein, c'est pas rien. Donc en fait, l'installation que nous utilisons, voilà. Alors quand je parle d'exolite, c'est
exogène pour RDX en fait et toolite pour TNT. Et en fait, là, on abrège ça en exolite. Vous avez ici en fait une cuve de détonation. On mélange donc ces deux composés. Alors jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à il y a 7-8 ans, c'était toujours des composés mélangés sous forme, les particules étaient sous forme micrométrique. Et donc vous avez une pression de 20 à 30 gigapascal pendant l'essai, 3 à 4000 degrés Kelvin, et puis la réaction va durer 0,5 microsecondes. Après, le mécanisme, sur le mécanisme de synthèse des nanodiamants, ce mécanisme est toujours encore à l'étude, hein, c'est-à-dire depuis les années 1963 et jusqu'aujourd'hui, en fait, on a quelques bribes. Hein. Il est très difficile de faire de la métrologie et sous détonation. Hein. C'est des réactions qui sont très rapides. Alors on a montré en fait que la germination des diamants a lieu un peu en dehors de la zone de réaction, après l'onde de détonation. Et des travaux russes, hein, les Russes sont pionniers là-dedans. Titov notamment avait montré qu'indépendamment de la taille des charges, on arrive toujours à peu près à une limite inférieure de 5 nanomètres. C'est-à-dire en fait les tailles de particules ont toujours au-dessus de 5 nanomètres de diamètre. Et en fait c'est ce que nous avions lu il y a quelque temps et ce qui nous a un peu motivés pour faire des charges nanostructurées. Ensuite, des travaux ont également été faits pour optimiser la teneur des charges et pour avoir un rendement maximum de SP3, enfin d'hybridation SP3 sur SP2. Donc on sait aujourd'hui que les charges les plus intéressantes, ce sont ces charges d'ixolite, hein, RDX, TNT, de 40-60 à 60-40 en proportion massique. Ce qui était intéressant aussi, ce que les Russes ont montré, c'est que les diamants, le carbone du diamant vient essentiellement du groupe méthyle du TNT. Ça, c'est des marquages qui ont été réalisés. Après, voilà. Donc, les travaux, certains travaux avaient montré en fait aussi que le carbone venait en fait d'une zone de diffusion à peu près qui a un diamètre de 600 nanomètres, hein, dans l'explosif. Et la question on s'était rapidement posé la question il y a quelques années, mais si on commence à faire des nanoparticules d'explosifs de taille plus petite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à influencer est-ce qu'on arrive à avoir d'autres tailles de nanoparticules de diamant? Et en fait, donc ça c'est la première charge nanostructurée qui a été tirée au monde. Hein. On l'a tirée à peu près il y a 4-5 ans. Elle faisait que 35 grammes à l'époque parce qu'on arrivait avec le système SFE qu'à faire 35 grammes. Et en fait, ce qu'on a montré, en fait, c'est que des nanoparticules, donc les diamants obtenus à partir des charges nanostructurées, où TNT et RDX sont de taille nanométrique, en fait, ont des distributions de taille. Enfin, les nanodiamants sont plus petits en taille. C'est-à-dire, vous avez la courbe Fuchsia ici, qui est celle des nanodiamants ici, des charges nanostructurées, comparée donc aux diamants issus des charges explosives microstructurées. Ça, c'était un premier résultat important. Nous avons aussi montré, en variant un petit peu les proportions 40-60 à 60-40, vous avez ici la granulométrie des charges explosives utilisées. Donc, vous voyez le mélange micrométrique ici, qui a une double bosse ici, parce qu'il y a les 10 microns, c'est le TNT, et le RDX, c'est les 100 microns, c'est les 80 microns. Et en fait, on montre que dans le cas des charges nanostructurées, en fait, 80% des diamants obtenus ont des tailles de particules au-dessous de 4 nanomètres. Donc ça, c'est important. Alors, des premières tentatives d'explication qui restent encore assez qualitatives montrent que finalement, cette zone de diffusion, dans le cadre d'une charge microstructurée, elle est continue, alors qu'elle est discrète dans le cadre d'une charge nanostructurée, et que finalement, le réservoir de carbone est totalement conditionné par la taille de ces particules explosives de départ. On a un peu intensifié, encore accentué un petit peu ces études en diminuant encore la taille des particules explosives. On a tiré récemment un mélange de 40 nanomètres de taille de particules, et on a encore descendu cette limite
On est maintenant actuellement à des tailles de particules moyennes de l'ordre de 2,8 nanomètres. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est que la dispersion, la taille des particules se réduit encore. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'arriver à un moment donné à un Dirac, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est ce qu'on poursuit. Ça passera par encore une optimisation supplémentaire de la qualité des charges. Bon, sans aller sur les aspects de surface, on a également montré que des diamants issus des charges nanostructurées, en fait, il était beaucoup plus facile à les désagréger, de les mettre en suspension. Par exemple, ça c'est une goutte d'un surnageant pris des nanodiamants issus des charges micrométriques, et ça c'est des charges nanométriques, et en fait on voit qu'on arrive à mieux disperser, à mettre plus en dispersion. On a aussi une collaboration avec nos collègues de l'université de Bâle, en fait, qui ont montré récemment par STM et AFM en basse température qu'on pouvait avoir, dans certains cas, à la fois l'hybridation SP3 jusqu'en surface, soit l'hybridation SP3, soit SP2. Et ça, c'est aussi des choses qu'on continue maintenant à optimiser, peut-être à un moment donné, pour ne plus, par exemple, avoir que l'hybridation SP3 en surface. Alors, je vais finir par ce point sur les nouveaux défis pour nous sur la technique SFE. Alors ça c'est un bref historique. Ça avait commencé comme ça. Bon, je ne vais pas vous montrer la première installation, parce que la première installation c'était vraiment quelque chose de très très bricolé. Ça partait sur on n'utilisait pas des buses à l'époque, mais des transducteurs ultrasoniques. Après, on a commencé donc à upscaler un petit peu pour les diamants cette installation. Alors, je vais vous montrer, ça a été un défi assez important pour nous. Et actuellement, nous sommes en train d'utiliser plutôt ces nanocristalliseurs verticaux pour faire des études mécanistiques. Il y a même un autre qui sera plutôt ici, qui sera encore un nanocristalliseur beaucoup plus petit pour faire des essais sur des essais assez rapides sur diverses cristallisations en fait, de divers produits. Voilà, ça c'est la partie upscalée. Vous voyez, donc ça c'est le cristalliseur. Ensuite, on récupère le matériau dans des filtres qu'on peut alternativement mettre en utilisation. Et vous voyez ici, tout ça sort. En fait, il y a un tube qui sort et qui vient ici. Et ça, c'est la pompe qui est à l'extérieur, qui est une pompe qui fait 300 mètres cubeurs et qui permet donc d'arriver à ces productions-là. Alors, voilà, typiquement, le nanocristalliseur vertical, ça, c'est pour essayer de tester des co-cristallisations quand on dispose de nouvelles molécules en de très petites quantités, par exemple. C'est quelque chose d'intéressant. On peut d'ailleurs aussi envisager par la suite l'utilisation de ce type de process pour de la synthèse. Pour les études mécanistiques, naturellement, là, on a un cristalliseur qui a des hublots de part en part, puisque nous sommes en train d'étudier à la fois par vélocimétrie Doppler, c'est dans le cadre d'une thèse qui est en cours à l'heure actuelle, la thèse de Florent Pessina, où on va en fait faire de la diffusion laser pour mesurer les tailles de gouttes, les cinétiques d'évaporation, pour avoir pour faire des avancées sur les aspects du mécanisme de ce process. L'autre aspect qui nous occupe également beaucoup à l'heure actuelle, mais ça c'est plutôt une caractérisation post-élaboration, on va dire, c'est que la plupart de ces nanoparticules-là, quand vous les gardez sous un faisceau électronique, quand vous les regardez en MEB ou en TEM, vous avez un problème de stabilité. C'est-à-dire, vous avez votre échantillon, il passe de ça à ça. Donc, il faut trouver d'autres techniques pour mesurer, pour caractériser, par exemple, ce type de particules. Est-ce qu'on a d'un mélange physique, ou est-ce qu'on a plutôt un core shell en fait, entre le TNT et le RDX? Alors, naturellement, ça reste bien stable par AFM. Vous pouvez faire de belles images. Les particules ne bougent pas. Simplement, ici, toutes les particules, elles ont la même couleur, quoi. Et nous avons récemment fait une avancée qui est intéressante, et je pense que ça sera publié d'ici peu. En fait, c'est la combinaison AFM-Raman, faire du nano-Raman et du terce. On a beaucoup, ça fait à peu près 1 an et demi
qu'on parcourt un petit peu différents laboratoires dans toute l'Europe et on a trouvé une combinaison en fait où on arrive à séparer, par exemple dans le cadre d'un mélange physique, hein, c'est-à-dire on va d'abord cristalliser du RDX, puis du TNT, puis on les mélange physiquement, on arrive à bien à savoir déjà en anorama en champ lointain, on arrive à dissocier les deux. Et puis, quand on fait le RDX TNT nanocristallisé in situ en SFE, ben, on a les deux signaux. Et en fait, quand on fait le TERS, on a en surface, on voit le TNT. Donc, on a avancé là-dessus pour caractériser ces mélanges. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé. Je souhaite encore une fois vous remercier de votre attention et de votre invitation. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.